maintenant, je voudrais qu'on parle de l'utilisation en fait de ce qu'on appelle le domaine réservé de l'État. Alors on sait que sous la Ve République, les opérations militaires sont secrètes. Normalement, les opérations humanitaires ne devraient pas l'être, mais il se trouve que celle-ci l'a été. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que cette planification, en fait, elle résulte d'un calcul géopolitique pour sauver les restes de l'Empire français dans leur zone d'influence? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur d'une remise en cause de cette zone néocoloniale par les USA et la Grande-Bretagne? Oui, je suis assez d'accord sur votre analyse, mais il y a quelques petites erreurs de détail. Arrêtez de me dire que je ne fais que des erreurs. On ne peut pas parler de reste de l'Empire français pour le Rwanda, puisque c'était une colonie belge. Oui, bien sûr. Mais non. Il se trouve que... Je ne vais pas avoir mon bac à la fin. D'une part, il n'y a pas eu arrêt de la colonisation en 1962, comme la propagande l'a fait croire, comme le monde diplomatique le répand, etc. En fait, il y a eu un changement de système de domination, mais il y a toujours eu domination de la France de le préciser, sur les anciennes colonies. Je ne vous raconte pas l'histoire de la Guinée, l'histoire de de Thomas Sankara, etc. Mais... d'après ce qu'on voit pour le Rwanda, il y a expansion en fait du domaine, alors ne disons pas colonial, mais du domaine sous domination française. Et il y a un objectif bien clair qui n'est jamais rappelé, mais que l'on voit sous De Gaulle et Foccart, c'est de prendre le contrôle des anciennes colonies belges. Oui. Parce que la France s'est fait, on peut dire grossièrement, lourder à la conférence de Berlin de 1885 par ce fichu roi Léopold II qui s'est fait attribuer par un micmac extrêmement astucieux cet immense Congo qui renferme, comme vous le savez, des ressources minières extrêmement importantes, pour ne parler que de l'uranium qui a servi aux Américains à faire les bombes qui ont explosé au Japon. Ouais. Mais à ce propos, c'est vrai que le Rwanda n'appartenait pas à l'Empire colonial français, mais quand il y a eu la question posée à l'ONU après l'assassinat des 10 soldats belges et qu'il était décidé de une réduction des forces de l'ONU à ce moment-là au Rwanda, et qu'il y a eu le débat qui a suivi, il y a eu une déclaration très claire de Mme Albright qui a dit le Rwanda n'est pas une zone d'intérêt pour les États-Unis. Donc on ne s'en occupe pas. Hein. Oui. Mais la France, elle, a dit oui, mais pour nous, elle l'est. D'où l'opération. Donc c'est quand même aussi une affaire bien française que l'intervention. Hein. C'est bien que c'était pas une colonie historique. Je suis d'accord, mais il faut noter que la France a aussi voté la réduction. Oui, elle a voté la réduction, mais parce qu'elle voulait l'opération turquoise. Peut-être, oui. Enfin, pour moi, elle voulait surtout donner, à l'époque, là, on est au 21 avril, lors de ce vote, elle voulait laisser carte blanche aux tueurs. Oui. Parce que les grands massacres, les énormes massacres qui ont eu lieu dans les églises, etc., comme dans la région de Gikongoro, par exemple, l'école de technique de Murambi, c'est le 21 avril. Précisément le jour du vote de cette résolution. On peut dire, pour fixer un peu les idées, que le Congo, le Congo ex-Zaïre, où il y a tellement de richesses, c'est un pays enclavé, et il faut pouvoir évacuer toutes ces ressources minières, et tous les pays qui sont à l'est sont vraiment assez intéressants de ce point de vue-là, l'Ouganda, Rwanda, Burundi, etc. Et vous voyez tous les troubles qu'il y a au Rwanda ou au Burundi, et si vous voyez tous les troubles qu'il y a et les assassinats, vous voyez qu'il y a une main européenne très forte, et évidente, quoi. Bon, il y a aussi un petit fait, c'est qu'il fait un climat absolument délicieux pour l'Européen. Je pense que ça compte bien sûr. En ce sens-là, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est pas une guerre Hutu-Tutsi, c'est une guerre entre Européens, entre Allemands et Belges et Anglais et une Belges et Français. D'influence, oui. Et en fait, pour préciser le fait que effectivement, des intérêts économiques majeurs sont en jeu. C'est que lors de la dernière visite de Kagame le mois dernier, ou il y a 2 mois, en France, il n'a absolument pas évoqué la question des responsabilités françaises. Il a juste parlé en termes de marché et de business à faire, mais il n'a absolument pas, prétexte de réconciliation, entamé la question des responsabilités. Bon, c'est ce que j'ai entendu moi aussi. Et peut-être qu'il a jugé bon qu'il y ait une coopération au niveau. Oh, il a dû juger bon, oui. Laisser la justice de l'autre côté. Enfin, ce qu'il faut relever, c'est qu'il n'a rien retiré des accusations absolument. Qui ont été mises par écrit dans le rapport de la commission Mouchou. En fait, on est dans un système de politique de mensonge d'État.
depuis le début. Et là, j'ai envie de citer cette phrase de François Mitterrand. Alors, c'est une phrase en off qui n'est peut-être pas exacte, mais le sens est là, et je pense que Jacques pourra nous la préciser. Mitterrand a quand même dit à son fils, dans ces pays-là, un génocide, ça n'est pas trop important. Suite à ça, Balladur et Juppé reçoivent les assassins en prétendant qu'aucune balle française n'aurait été tirée. Et on peut dire que la France est en infraction totale avec le droit international, puisque le droit international oblige même à prévenir et à réprimer les crimes de génocide. Or, ce qui se passait au Rwanda a été qualifié dès le 28 juin par l'ONU de génocide. Donc c'est je sais pas, on dit pas bafouement, mais la France a à nouveau bafoué le droit international. En évoquant du reste le droit d'ingérence humanitaire pour que la résolution soit adoptée. À la fois le droit d'ingérence humanitaire et à la fois l'article 7 de la Constitution qui permet d'intervenir, de la Charte des droits de l'homme qui permet d'intervenir s'il y a menace pour la paix. Nous avons des diplomates merveilleux, ils ont agi c'est une belle œuvre d'art, cette résolution autorisant l'opération turquoise, parce que si vous regardez le texte, vous voyez que, alors que la France oralement a dit qu'elle intervenait à cause du génocide, le mot génocide n'est pas cité, et on utilise ces mots hyper flous comme humanitaire, et population en danger, et donc l'armée française, parce qu'il s'agissait essentiellement à 95% d'une opération militaire, était autorisé par cette résolution à protéger aussi bien les Hutus que les Tutsis. Et parmi les Hutus, vous aviez énormément de tueurs. Vous avez eu plus d'1 million de tueurs au Rwanda, et qui étaient dans cette masse Hutu. Et là où on peut dire aussi que la France n'a pas respecté cette résolution, c'est qu'elle n'aurait jamais dû accepter, laisser faire cette fuite vers le Congo, vers le Zaïre, parce que des populations qui ne vivent que de leurs champs de bananes, de manioc, il sait mieux que moi de quoi vivent les gens, ils n'avaient aucun argent. Aller à Goma avec une terre volcanique, c'était les condamnés à la mort et à la famine. C'était évident. Pour fixer les choses, nous avons un certain nombre de documents provenant d'archives de l'Élysée. On ne sait pas trop comment ça nous est parvenu, mais là, on voit une note Reuters du 15 juillet qui dit que les membres du gouvernement intérimaire rwandais, donc qui est, on le sait à l'époque, responsable de l'organisation du génocide, seront mis aux arrêts s'ils tombent aux mains des soldats français dans la zone humanitaire turquoise. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette note en manuscrit de la main de Hubert Védrine? Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre Édouard Balladur. Et résultat, les membres du gouvernement intérimaire, les ministres, n'ont pas été arrêtés. On sait très bien que le président Théodore Sidney-Kouboabo est passé par Tchangougou et il a été exfiltré par les légionnaires commandés par le colonel Hogar et sur l'ordre de l'Élysée. Même les militaires des forces armées rwandaises qui passaient par la zone turquoise n'ont pas été arrêtés. Oui. Vous les voyez passer sans problème devant, au vu aussi des militaires français de la zone turquoise. Et en fait, c'est pas pour faire du sensationnel, mais c'est vrai qu'il y a eu des scènes d'horreur terribles, parce qu'on parle du génocide, c'est un mot maintenant, mais c'est vrai qu'il faut voir la réalité des faits. Il y a eu des scènes d'horreur. Les Tutsis étaient armés de bâtons qui leur étaient arrachés des mains, et les meurtriers étaient, eux, munis d'armes à feu. Et on a assisté à une véritable épuration ethnique et à un flicage racial. Et ce flicage racial, il a été permis parce que c'est la France qui a informatisé les fichiers. Et à ce propos, puisqu'on parle de Mitterrand, je voulais rappeler quand même que c'était l'ami de Bousquet, qui a été secrétaire général de la police de Vichy, donc un peu coutumier du fait. Et Mitterrand, c'est aussi celui qui a été témoin au procès de Salan pendant la guerre d'Algérie, qui avait quand même des amitiés cagoulardes. Donc voilà, finalement, les choses ne sont pas si surprenantes. Oui, mais là, il est bien connu qu'ils étaient grands amis, et je pense que M. Bousquet a permis à M. Mitterrand de remporter un certain nombre d'élections en les finançant. Mais je crois pouvoir dire que s'ils avaient la même idéologie, puisqu'ils se sont connus à Vichy, M. Mitterrand a tout de même fait beaucoup mieux que M. Bousquet. Monsieur Bousquet, il y a combien de Juifs qui ont été envoyés en vacances à l'Est? Il y en a combien qui sont revenus? Enfin, je crois qu'il y en a quelque chose comme 75 000 Juifs qui ne sont pas revenus. C'est ce que j'allais dire. Et Monsieur Mitterrand,
Bon, j'avais partagé moitié-moitié entre Mitterrand et Bagosora. J'avais dit qu'il était responsable de la mort de 500 000 personnes, mais je crois qu'on peut dire 1 million, parce que 1 million, et dans un temps record. La France avait un ascendant absolument terrible. Record. Et notamment, il faut dire que Bagosora a suivi des cours à l'école de guerre ici à Paris. Oui. Ah oui, la France a formé. Oui, elle n'a pas fait que systématiser, elle a aussi formé. Il a formé les militaires et aussi que les miliciens. Oui. On les voit dans certains documentaires. On fait une courte pause musicale avant d'aborder l'expérience précise qu'a vécue Éric avec la finalisation de la solution finale, si on peut dire. On va écouter un morceau d'Afrobeat.